notre rubrique Hommes aujourd'hui, vous allez voir que les océans ont aussi leur mot à dire dans l'innovation médicale et en particulier la transfusion sanguine. Mais avant de rentrer dans les détails, regardons cette animation pour bien comprendre le rôle joué par le sang dans l'organisme. Entre 4 et 6 litres de sang circulent dans nos vaisseaux. Sa fonction principale est d'acheminer les éléments nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. En passant près de l'intestin et des poumons, le sang se charge en nutriments et en oxygène qu'il va distribuer dans tout le corps. Le transport de l'oxygène est assuré par l'hémoglobine des globules rouges. Plus il y a de globules rouges, meilleure sera donc l'oxygénation. C'est pourquoi certains mammifères marins comme le cachalot, dont le taux d'hémoglobine est très supérieur au nôtre, peuvent ne pas respirer pendant plus d'1 heure. Attention! D'un être humain à l'autre, les cellules sanguines ne sont pas identiques, car les globules rouges ont à la surface des molécules appelées antigènes qui déterminent 8 groupes sanguins différents. Gare à ne pas les mélanger lors d'une transfusion sanguine. Il faut impérativement que le sang du donneur et du receveur soit compatible. En effet, dans certains cas, quand les groupes sanguins du donneur et du receveur sont différents, le système immunitaire rejette le sang transfusé, considéré comme étranger. Le rêve des chercheurs est dès lors évident. Trouver un substitut au sang universellement compatible. Depuis des années, un chercheur, le docteur Frank Zahl, est sur la piste d'un donneur de sang universel venu des mers, ou plutôt des plages de Morlaix, dans le Finistère, puisqu'il s'agit de ce drôle d'asticot qui fait les petits tortillons dans le sable, tortillons que vous avez forcément déjà aperçus pendant vos vacances. Nous partons tout de suite en Bretagne à la rencontre de ce scientifique à la fois inventif et persévérant. Sous le sable des plages bretonnes, cet homme a fait une découverte miraculeuse. L'animal qui fabrique ces petits tortillons recèle dans son organisme une molécule qui pourrait sauver des milliers de vies. L'océan avait caché juste sous nos pieds un trésor dont la médecine rêve depuis longtemps. Alors ça s'appelle en fait Arenicola marina. Et c'est un ver que l'on trouve en fait sur la plage. Vous voyez, il y en a beaucoup autour de vous. Et vous voyez, la plage est nickel autour de nous parce qu'en fait, ça nettoie les plages. La découverte de Frank a lieu en 1994, quand il étudie ce ver dans le cadre de sa thèse. J'étais étudiant au CNRS, donc on m'a demandé, dans un contexte de recherche fondamentale, on m'a demandé de comprendre comment ce ver respirait entre la marée haute et la marée basse. L'arénicole respire sous l'eau grâce à ses branchies, comme les poissons. Mais comment fait-il pour s'oxygéner quand la mer est basse? Pour le comprendre, Frank s'intéresse au sang du ver, qui lui sert de réserve d'oxygène. C'est en analysant ce sang qu'il fait presque par hasard une découverte absolument fondamentale. Je me suis focalisé sur le transporteur d'oxygène qui est une hémoglobine et je me suis aperçu que l'hémoglobine de ce ver marin est de type universel. Persuadé que l'hémoglobine de ce ver peut révolutionner la santé, Frank participe à une conférence de médecins. L'auditoire est d'abord incrédule, mais devient vite attentif. Tous les médecins rigolaient au départ et à la fin, en fait, ils sont venus en bas de l'amphithéâtre. Ils m'ont dit « c'est pas possible, vous n'avez pas trouvé une molécule comme celle-là qui a ces propriétés-là ». Je leur ai dit « si ». Ils m'ont dit « vous savez, c'est ce qu'on recherche depuis plus de 40 ans pour en faire un substitut sanguin ». Frank Zahl voudrait développer cette application médicale, mais sa hiérarchie le renvoie à ses recherches fondamentales. Dépité, il quitte le CNRS et fonde son entreprise. En parallèle, il met en place un élevage pilote en partenariat avec l'Agrocampus Ouest. L'objectif est double, mieux connaître la biologie et le cycle de reproduction de cet animal. Et surtout produire à grande échelle cette hémoglobine très spécifique que fabrique ce ver. Comme chez la plupart des êtres vivants, l'hémoglobine, quelle qu'elle soit, a pour fonction de fixer et transporter l'oxygène à travers l'organisme. Chez l'homme, l'hémoglobine est toute petite et voyage grâce à un véhicule, les globules rouges. Ce sont eux qui déterminent le groupe sanguin d'un individu. A, B, O, etc. Du coup, il y a des différences de compatibilité de sang d'un individu à l'autre. Chez le ver marin, l'hémoglobine est beaucoup plus grande. Et en plus, elle voyage sans globules rouges. Ce transporteur d'oxygène est donc universel. Il n'y a donc pas de problème de compatibilité de groupe sanguin. Avant Frank Zahl, de nombreux chercheurs ont tenté de produire des substituts sanguins en laboratoire. Mais l'hémoglobine de ver marin est beaucoup plus facile à extraire que ces produits de première génération. Tout ce qui a été fait depuis 30 ans, ce sont des processus d'extraction d'hémoglobine, en fait issus de bovins ou de sang humain périmé.
donc qui demandait en fait une manipulation extrêmement compliquée d'extraction de la molécule. Et ici, on est vraiment dans quelque chose de complètement nouveau. C'est une molécule que l'on extrait qui permet d'être utilisée quasiment immédiatement, sans modification chimique du produit. Les vers issus de l'élevage sont tués par surgélation. Ils sont ensuite décongelés dans une solution, ce qui libère l'hémoglobine. Le mélange obtenu est ensuite purifié et filtré. Mais pour l'instant, cette hémoglobine n'est pas entrée dans le circuit médical et n'a jamais été utilisée sur des hommes. Il lui faudra pour cela passer plusieurs étapes de validation et vérifier son innocuité. Jusqu'ici, l'hémoglobine de ver marin, testée sur des animaux, donne des résultats très prometteurs. On a injecté en fait cette molécule sur des souris, sur des rats, après avoir enlevé en fait les globules rouges de ces animaux, et on s'est aperçu qu'une souris, qu'un rat vivait d'une façon totalement normale avec de l'hémoglobine de ver marin, sans rejet, sans réaction immunitaire et sans réaction allergène. Mais cette molécule a une autre caractéristique fondamentale. Elle est beaucoup plus performante que tous les substituts sanguins actuels et même que le sang humain pour oxygéner les organes, ce qui est une fonction essentielle à la vie. Cette molécule est une très grosse molécule et elle est capable de lier 50 fois plus d'oxygène que l'hémoglobine humaine, ce qui ouvre en fait la voie à de nombreuses applications. La première, c'est une application dans le domaine de la transplantation d'organes. On travaille également sur une application de type substitut sanguin pour l'oxygénation du cerveau lors d'AVC, d'accident vasculaire cérébral, au niveau d'infarctus du myocarde, de choc hémorragique sur des accidentés de la route par exemple, et également des applications dans les pansements actifs qui vont délivrer de l'oxygène à des plaies qui sont difficilement cicatrisables, et on pense notamment aux plaies du diabétique. L'hémoglobine du ver marin pourra être transfusée à des humains si les essais cliniques sont concluants. Cette application est la plus sensible, régie par les normes sanitaires les plus strictes. Une autre utilisation très prometteuse de la molécule est l'oxygénation des organes lors des transplantations. Pour que les patients en bénéficient au plus vite, Franck fait équipe avec le professeur Barou, chirurgien spécialiste de la transplantation rénale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ouais. Voyage. Ouais. Bon, tu te changes, on y va. Ok, on y va. En France, sur 13 000 patients demandeurs d'un rein, seuls 3 000 sont greffés après 1 an. Il y a donc une véritable pénurie d'organes aux conséquences parfois tragiques. Il est donc impératif de préserver au mieux les précieux greffons entre le prélèvement et la transplantation, car ce laps de temps hors du corps humain détériore les organes, pouvant entraîner l'échec de la greffe. Le problème, c'est la préservation de l'organe et la préservation de sa fonction. On ne peut pas garder un organe à température ambiante. Pour un rein, par exemple, qui est assez résistant, en 45 minutes, il n'y a plus de fonction, c'est terminé. Pour un cœur ou pour un foie, c'est encore plus court que ça. Donc, c'est une course contre la montre. Et il faut qu'on trouve des techniques pour préserver la fonction des organes qui soient de plus en plus sophistiquées, parce que les organes sont prélevés chez des gens de plus en plus âgés. Donc les méthodes qu'on avait pour préserver les reins il y a 20 ans, elles sont plus valables maintenant. Il faut absolument les améliorer. Pour prolonger la durée de vie du greffon hors du corps humain, on le conserve à 4 degrés. Cette méthode n'est pas sans inconvénient, car l'hypothermie crée aussi des lésions. Pour améliorer encore sa préservation, il faut oxygéner au mieux les tissus. Comme on est dans une hypothermie, il nous faut un transporteur d'oxygène qui marche à 4 degrés. Et c'est là que l'hémoglobine du ver marin devient extrêmement intéressante pour nous, parce qu'elle remplit ces deux impératifs, transporter l'oxygène et le faire à basse température. Donc c'est une molécule qui nous intéresse au plus haut point. Convaincu des bénéfices potentiels pour l'homme, le professeur Barou, également chercheur à l'INSERM, mène des essais de transplantation rénale sur des porcs, l'un des animaux les plus proches de l'homme dans son métabolisme. Il prélève un rein sur 2 groupes d'animaux. Les reins du groupe expérimental sont préservés dans une solution contenant l'hémoglobine de ver marin, ceux du groupe contrôle dans une solution ordinaire. Il greffe ensuite ses organes et compare la vitesse de reprise de la fonction urinaire avec et sans cette hémoglobine. Donc on constate qu'avec l'hémoglobine de ver marin, l'émission d'urine est quasiment instantanée, alors que dans le groupe contrôle, c'est 2-3 jours. Donc on a des premiers résultats qui sont extrêmement concluants chez le porc et qui nous donnent l'espoir et la justification de mettre en route maintenant un essai clinique chez l'homme. Et donc ça, c'est vraiment une dose pour une transplantation, donc pour un rein. Un essai clinique pour l'homme est prévu fin 2014 pour la transplantation. Un autre prévu fin 2015 verra pour la première fois des hommes transfusés avec cette hémoglobine issue de la mer. De retour au musée océanographique de Monaco, nous sommes sur les toits maintenant, mais toujours en compagnie de Christian Buchet. Alors vous n'avez pas l'air d'être surpris une seule seconde que l'innovation médicale puisse se nourrir des océans. Et on n'a encore rien vu.
On n'a encore rien vu parce que, vous savez, il y a 15 ou 20 ans, le monde scientifique considérait qu'on connaissait à peu près 15 à 20% de la faune et de la flore sous-marine. Ça, c'était il y a 15-20 ans. Depuis, on a constaté notre ignorance. Voilà, c'est allé pas dans le sens qu'on pensait. Les biologistes marins considèrent qu'on ne connaît pas 1% de la microbiologie marine. Pas grand-chose. Et 90-95% de ce formidable rideau bleu derrière, c'est invisible à l'œil nu. Et ça, c'est à voir avec la médecine et les progrès de la médecine. Oui, parce qu'en plus, nous émanons du milieu marin, donc c'est tout à fait naturel qu'on trouve dans ce terrain, en quelque sorte, toutes les molécules dont nous allons avoir besoin. Mais ce que je vous dis là, c'est pas un rêve d'un chercheur qui a envie. Non, c'est déjà une réalité. Vous savez, la dernière classe d'antibiotiques, la céphalosporine, émane du milieu marin. Le premier traitement de lutte contre le sida, l'AZT, émane du hareng. L'AZT vient du hareng. Oui, tout à fait. On travaille sur les éponges pour tout ce qui est antidouleur. On sait que les coraux ont une vertu en termes de régénération osseuse et on pourrait multiplier. Il y a même des perspectives de greffe de cornée à partir de l'une espèce des 92 espèces de méduses connues, si bien qu'on aura peut-être des yeux bientôt médusés par ces greffes de cornée. Et ce qui nous permettra, espérons-le, de mieux voir la mer. Donc la mer, c'est notre avenir. Mais ça veut dire quoi? Sur le plan de la santé. Mais ça veut dire aussi qu'il faut la sauvegarder, cette mer. Parce que, je dis pas ça uniquement parce que c'est beau, c'est pas la planète qui est menacée, c'est l'homme et son bien-être et sa santé qui est menacée lorsqu'on joue avec l'environnement. Christian Buchet, merci infiniment de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Et je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule « Cap sur l'avenir ». Avec un sous-titre « À contre-courant, les raisons d'être optimistes » parce que la mer nous ouvre à tout, mais à condition de la protéger et à condition de découvrir ce potentiel.